Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire organisé par Médecins des Ailleurs en collaboration avec les laboratoires de Mérinal. Je me présente. Alors, je me présente, Lamia Talbi, externe en médecine en 5e année et membre de Médecins des Ailleurs. Nous avons aujourd'hui, lundi 18 mai 2020, le plaisir et l'opportunité d'avoir pour invité dans ce webinaire monsieur le professeur Khilafi, chef d'unité clinique médicale infantile au CHU Mustapha d'Alger. Bienvenue professeur et merci d'avoir répondu et accepté notre invitation. Il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir de vous revoir, docteur Talbi. Merci. Nous allons aborder comme sujet le syndrome néphrotique chez l'enfant. Et effectivement. On attend un peu le temps que l'audience augmente. On attend une petite minute. D'accord. Que vous m'entendez bien? Oui, oui, je vous entends. Alors, on est déjà à 100. Et On est déjà à 100. Alors, dites-moi quand est-ce que je commence. je pense qu'on peut commencer. Bonsoir, chers amis, chers confrères. Plaisir de vous retrouver une seconde fois à travers ce webinaire grâce au laboratoire Mérinal. Le choix du cours a été celui le vôtre, puisque vous avez demandé à ce qu'on vous refasse donc, le syndrome néphrotique de l'enfant. C'est une pathologie qui a été choisie en raison de son importance en pédiatrie. C'est un cours qui va être un peu lent, donc je vous demanderai un peu de patience. Je vais être le plus simple possible, le plus pratique, comme ça, on sera utile cette journée pour vous. Alors, le syndrome néphrotique a une définition biologique. Ce sont des enfants tout simplement qui perdent beaucoup de protéines dans les urines. On appellera ça une protéinurie pathologique ou massive qui va dépasser les 50 par jour. Si vous arrivez à avoir la collecte des urines des 24 heures, bien, si vous ne pouvez pas avoir, parce que c'est une collection des 24 heures, on peut donc se limiter à un échantillon d'urine, mais dans ce cas-là, ce n'est plus la protéinurie qu'on va calculer, mais le rapport de la protéinurie sur la créatinurie. Donc, il va falloir doser aussi bien les protéines urinaires que la créatinine urinaire. Donc, si ce rapport dépasse les 2 grammes de protéines par gramme de créatinurie, à ce moment-là, on pourra parler de syndrome néphrotique. Le deuxième élément de définition, c'est bien sûr le taux d'albumin qui est bas. Donc, voici ce que c'est qu'un syndrome néphrotique. C'est tout simplement une définition biologique. Bien sûr qu'il y aura ses répercussions cliniques. Le diagnostic va se baser uniquement sur ces deux éléments. Le syndrome néphrotique de l'enfant, dans la plupart des cas primitifs ou idiopathiques ou immunologiques, dû le plus souvent à une néphropathie qu'on appelle glomérulonéphrite, lésion glomérulaire minime. Autrefois, on appelait ça néphros lipidique, et qui est dans la plupart des cas acquise. Alors, pourquoi cette question? Parce que le syndrome néphrotique est la néphropathie la plus fréquente chez l'enfant. Le diagnostic est simple, comme j'ai dit, sur les deux critères biologiques. Dans la plupart des cas, pratiquement 9 cas sur 10, le syndrome néphrotique est dominé par le. Pardon, professeur. Pardon, on n'arrive pas à vous entendre très bien. Je suis en train de Il y a un crier, problème de son. Non, il y a un problème de son, je pense. et je vais peut-être ramener, je vais mettre le kitman. Oui, s'il vous plaît.
Et filtrer. Voilà. Est-ce que comme ça, vous arrivez à m'entendre? Allô? Vous m'entendez comme ça? Oui, oui, c'est mieux. Merci. Ça? C'est Oui, bon? c'est mieux. C'est mieux, très bien. Voilà, je ne suis pas très calé en ce genre de choses. Vous m'entendez comme ça? Oui, il y a des petites coupures, je pense. C'est peut-être la connexion, non? Pardon? C'est peut-être la connexion. Ça s'entrecoupe en fait. Alors, c'est comme ça? Est-ce que vous Oui, avez, est-ce que vous ouais. m'entendez? C'est Là, je bon? vous entends. Oui, Très bien. merci. Donc, je continue après cette petite intermède. Donc, 9 cas sur 10, c'est un syndrome néphrotique qu'on appelle idiopathique. On verra tout à l'heure qu'il a d'autres nominations telles que immunologique ou primitif. Les choses ont été comprises dans la compréhension de la pathogénie de ce syndrome néphrotique. L'autre intérêt, c'est que le traitement, bien sûr, il est basé essentiellement sur des corticoïdes, largement ou non assez corticoïdes. Alors, juste pour que vous soyez un peu dans le bain, il y a quelques définitions à connaître. Un syndrome néphrotique est pur lorsqu'il n'y a aucun signe de néphrite. On dit qu'il est impur lorsqu'il y a des signes de néphrite, c'est-à-dire, c'est quoi ces signes de néphrite? Ce qu'on retrouve dans les GNA, c'est l'hématurie, l'hypertension artérielle, une baisse du C3. Un syndrome néphrotique est immunologique ou idiopathique si le bilan étiologique est négatif. Le syndrome néphrotique pur, donc sans signe de néphrite, la protéinurie est sélective, on verra tout à l'heure ce que c'est, et que le plus souvent, les lésions histologiques retrouvées dans le syndrome néphrotique immunologique, ce sont des lésions glomérulaires minimes, une hyalino segmentaire et focale et une prolifération mésangère diffuse. On dit qu'un syndrome néphrotique est congénital lorsqu'il survient entre la naissance. On dit qu'il est infantile lorsqu'il survient en 3 mois et 12 mois. Après, ce sont des définitions qui sont importantes pour la prise en charge. Alors, on va prendre un type de description qui se voit dans 90% des cas. Voilà, c'est le syndrome néphrotique. Vous avez ici devant vous l'ensemble des appellations de la même chose. Alors, sur le plan épidémiologique, bon, je ne vais pas me redire, c'est la néphropathie la plus fréquente chez l'enfant. Le syndrome néphrotique survient à tout âge, même chez l'adulte, mais surtout chez l'enfant. 90% des syndromes néphrotiques surviennent avant l'âge de 10 ans et 70% entre l'âge de 1 an et 5 ans. Il est plus fréquent chez les enfants asiatiques, moins fréquent chez les enfants de race noire, mais à tendance plus sévère. Toutes les études ont démontré que le syndrome néphrotique touche plus les garçons et que 90% de ces syndromes néphrotiques sont primitifs, seuls 10% des syndromes néphrotiques sont secondaires, on verra tout à l'heure, et dans un très faible pourcentage de cas, on note plusieurs cas familiaux, il y a des facteurs génétiques qui sont incriminés. Sur le plan pathogénique, pour ne pas être très barbant, donc je vais faire juste un petit rappel pour que vous compreniez pourquoi un enfant perd des protéines d'urine. On va faire un petit rappel sur la membrane basale glomérulaire. On va faire un rappel sur les podocytes, qui sont des cellules épithéliales qui vont s'insérer sur la membrane basale. Les pédicelles, c'est justement ces prolongements des podocytes qui vont reposer sur la basale capillaire. On va voir ce que c'est qu'une fragment de fente, ce que la notion de filtre mécanique et de filtre électrique. Ne vous inquiétez pas, je vais faciliter la tâche. Voici sur un microscope électronique une structure glomérulaire. À ma gauche, vous voyez le capillaire glomérulaire avec un endothélium où il y a des fenêtres. On appelle ça un endothélium fenestré. Ces petits pores évitent aux éléments figurés de sang, c'est-à-dire les plaquettes, de sortir. Vous avez la membrane basale tout autour sur lesquelles s'insérer des cellules qu'on appelle les podocytes, un fin prolongement qu'on appelle les pédicelles.
les espaces compris entre les pédicelles, on les appelle les diaphragmes de fente. C'est ce diaphragme-là qui a un diamètre à laisser passer que les substances du poids moléculaire est inférieur à ce port. Donc, il joue le rôle de filtre mécanique. C'est un autre schéma, c'est à peu près la même chose. On voit bien l'endothélium fenestré, la membrane basale glomérulaire en deux, et les diaphragmes de fente entre les pédicelles qui, je rappelle, est le prolongement de ces podocytes qui s'insèrent sur la membrane basale glomérulaire. Plus schématiquement, c'est le même schéma. C'est juste pour dire à ce niveau-là que le diaphragme de fente, c'est-à-dire les espaces, joue un rôle de filtre mécanique puisqu'il ne laisse passer que les substances sanguines, le poids moléculaire est inférieur. Mais au niveau de la membrane basale, il existe des protéines qui sont chargées négativement, qui existent électriques, puisqu'il y a des charges négatives. Cela veut dire que lorsque des substances viennent au niveau de la membrane basale et qui sont chargées négativement, on sait très bien que lorsque deux substances ont la même charge, elles se repoussent. Donc, pour terminer, on va dire que le rein va jouer un double filtre qui va permettre aux protéines de passer dans les urines, un filtre mécanique grâce au diaphragme de fente et un filtre électrique chargé négativement grâce à ces protéines en pratiquement. Donc, dans un syndrome néphrotique, on note que les charges négatives ont disparu. Le filtre électrique n'existe plus. Et ce qui fait que les protéines qui sont chargées négativement, en particulier l'albumine qui est ionique, ne va pas trouver charge négative et va passer plus librement au niveau des urines. Alors pourquoi les enfants ont cette charge négative? On ne le sait pas. Des hypothèses ont été émises, bien sûr, chacune avec des arguments plus ou moins solides. Tout le monde s'accorde à dire qu'il existe un dysfonctionnement immunitaire du système lymphocytaire. Donc, de ça, il existerait un facteur à circuler au niveau du sang, ce qu'on appelle le facteur de perméabilité glomérulaire. Ce facteur va altérer justement la membrane basale glomérulaire, sa filtration. Dans ce type de syndrome néphrotique, le facteur circulant jusqu'à présent n'a jamais été identifié. Dans ce type de syndrome néphrotique, le rein est tout à fait normal. Mais il existe un dysfonctionnement immunitaire et ce sont ces syndromes néphrotiques-là qui, eux, sont indiqués pour un traitement corticoïde et immunosuppresseur. Voici, si vous voulez, un petit schéma où on voit très bien le podocyte qui le forme et on voit en haut à gauche qu'il y a un stimulus immunogène, soit une infection virale ou un allergène, un stress, qui active le système qui, en présence d'un facteur circulant, va altérer le podocyte ainsi que les protéines des diaphragmes de fente, de la perméabilité capillaire, et sont passées ainsi les protéines de façon plus libre et se retrouver ainsi au niveau des urines. Il y a un élément qui est relativement plus récent parce qu'il aura fallu attendre la microscopie. Les cellules épithéliales ou les podocytes, avec les prolongements qui sont les pédicelles, elles sont faites d'un certain nombre de protéines. D'accord, les protéines jouent un rôle dans la constitution. Or, toutes les protéines c'est un ensemble d'acides aminés et qui sont codés génétiquement. On a trouvé qu'un certain nombre de syndromes néphrotiques sont liés à une anomalie justement de cette protéine génétiquement mal codifiée. Donc, on se retrouve avec des pédicelles et des diaphragmes de fente faites de protéines anormales et donc ne pouvons pas constituer une bonne filtration, une bonne structure de filtration glomérulaire. Et ces dernières années, on a permis d'identifier beaucoup de gènes anormaux à l'origine de protéines qui saturent l'ultrastructure des podocytes normales. À ce moment-là, la perméabilité les protéines vont éliminer. Dans ce type de syndrome néphrotique immunologique,
Ce sont les syndromes néphrotiques non immunologiques. On peut les qualifier de syndromes néphrotiques génétiques et aucun traitement n'est efficace. C'est seul un traitement symptomatique est indiqué dans ces cas-là. Voilà, si vous voulez, pour la pathogénie, voilà un exemple schématique d'un podocyte. C'est important, la podocine, la néphrine 1, 2 et 3, ou bien les dystroglycanes, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, ce sont des protéines qui vont former bien les podocytes. Génétiquement, elles sont anormales, forcément, la mobilité glomérulaire va être anormale et on aura une protéinurie pathologique. On passe à la physiopathologie. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, le fait que l'enfant perde beaucoup de protéines est en rapport avec la perte justement de ces charges anioniques qui se trouvent au niveau de la membrane basale. On assiste aussi à une fusion des pédicelles. Et on a dit qu'entre deux pédicelles, il y a un diaphragme de fente, c'est-à-dire une petite fente. Et bien, lorsque deux pédicelles se fusionnent, la fente s'agrandit. Et en s'agrandissant, elle va laisser passer des protéines encore plus librement. Quelles sont les conséquences de la protéinurie? Bien sûr, la première conséquence sur le plan physiopathologique sont les œdèmes. Alors, classiquement, les œdèmes étaient secondaires à l'hypoalbuminémie, puisqu'il y aura une baisse de pression. Pardon, professeur. Et Pardon, excusez-moi. Alors, apparemment, le son, il est toujours saccadé. Du coup, si vous pouvez mieux placer vos écouteurs ou... écoutez, ben, je peux pas faire plus que ça, parce que là, comme ça, vous m'entendez. Oui, on vous entend, mais ça se coupe. Peut-être c'est une question de... Ça va? Oui, ça va, mais est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler moins vite, si c'est possible? D'accord, d'accord. Vous voulez que je résume la pathogénie pour que les gens comprennent? Pardon? Est-ce que vous voulez que je résume la pathogénie? Bah, c'est comme vous voulez. D'accord. Alors, c'est très simple. Hein? D'accord, voilà, je reprends ce schéma pour comprendre pourquoi un enfant perd des protéines dans les urines. Et vous savez qu'au niveau de la membrane basale glomérulaire, il y a un type de filtre. Un filtre électrique fait de glycoprotéines que vous voyez ici, chargées négativement, qui vont constituer un filtre électrique, donc ne permettent pas et chargé négativement comme l'albumine de passer dans les urines. Vous avez un filtre mécanique fait de podocytes, qui sont des cellules épithéliales, qui vont s'insérer sur la membrane basale grâce à des prolongements fins qu'on appelle les pédicelles. Il y a ce qu'on appelle un diaphragme de fente. Ce diaphragme de fente, c'est un petit espace qui va laisser passer que des protéines, des substances dans le pore moléculaire inférieur à ce pore. Donc, ce pore-là, ou bien ces pores-là, vont jouer le rôle de filtre mécanique. Dans un syndrome néphrotique, il y a une double anomalie. D'abord, une perte des charges négatives d'origine immunologique, ce qui fait que les substances, quand elles arrivent au niveau du capillaire glomérulaire, vont pouvoir passer comme l'albumine qui est chargée négativement, donc on ne va pas trouver les charges négatives, elles vont passer facilement. Deuxièmement, on aura la fusion des pédicelles qui va élargir justement ces fentes et qui vont laisser passer les protéines de façon plus libre. Voilà, si vous voulez, les deux anomalies responsables donc du syndrome néphrotique. Sur le plan physiopathologique, d'accord? Donc là, on a expliqué comment l'enfant fait une protéinurie. Deuxièmement, quelles sont les conséquences de cette protéinurie? On a dit l'albuminémie est consécutive à cette protéinurie. Baisse de la pression. Ce qui permet, bien sûr, tout le monde le sait, un transfert d'eau et d'électrolytes vers l'espace interstitiel. Deuxième élément, c'est l'hypovolémie qui peut être engendrée par la entraîner d'une part une baisse de la filtration glomérulaire, parce que le rein va être hypoperfusé, donc le rein va réduire un peu son travail, il va entraîner donc et donc on aura une retention hydrosodique. Deuxième élément, selon l'hypovolémie, c'est qu'il y aura une stimulation du système rénine-angiotensine qui va être responsable d'un hyperaldostéronisme secondaire qui va entraîner une sécrétion d'ADH qui, à son tour, entraînera une réabsorption accrue de sodium à l'origine d'une retention hydrosodique.
Ça, c'est l'explication des œdèmes classiques secondaires à l'hypoalbuminémie et l'hypovolémie à l'origine d'une rétention hydrosodée. C'est bien comme vitesse. Non, cette explication. Allô? Oh, Oui, vous m'écoutez, oui, professeur? oui, 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 je vous écoute. Je pense que c'est un problème de connexion. C'est Mais la vitesse, possible. elle est bonne. Pardon? C'est possible, parce que moi, je vous Oui, entends là. ouais. Et Ça s'entrecoupe toujours, mais la vitesse est meilleure. d'accord, ok. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les œdèmes secondaires à la protéinurie pouvaient être expliqués par l'hypoalbuminémie et l'hypovolémie, entraîner un passage d'espace interstitiel. Or, ce n'est pas tous les enfants qui ont un syndrome néphrotique qui font une hypovolémie. Donc, on voit très bien sur ce tableau que l'hypovolémie n'existe que chez 15% de ces enfants-là. Et à ce moment-là, chez eux, on peut expliquer les œdèmes par la baisse de l'albumine, la baisse de la pression côtique et l'hypovolémie. Or, 60% de ces enfants-là ont une volémie tout à fait normale. 25% ont une volémie même augmentée. Donc, chez ces enfants-là, on ne peut pas expliquer les œdèmes par l'hypovolémie. Il va falloir trouver une autre explication. Vous arrivez à m'entendre? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, professeur, je vous entends. On vous entend, mais ça s'entrecoupe. Écoutez, que voulez-vous? Attendez, je vais essayer de changer de Est-ce que vous pouvez changer de position? position. Je ne sais pas comment ça Essayez de... changer de position. Vous arrivez? Oui. Arrivez à m'écouter. Et comme ça, c'est bon? Pardon, vous ne pouvez pas vous rapprocher du modem. Oui, je suis juste à côté. Hein. D'accord. Attendez. Et comme ça. Attendez. Et comme ça. Euh, Pareil. Comme ça. oui, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ça, c'est bon. Oui, c'est bon. Très bien. Donc, je disais que. C'est bon, on continue. Oui, Donc, je disais que les œdèmes, qui sont une conséquence, ne peuvent pas tous être expliqués par l'épidémie. D'accord? Donc, actuellement, on pense que, c'est pas qu'on pense, donc la nouvelle théorie, c'est qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du tube contourné, et il y aurait un excès de réabsorption du sodium au niveau du tube collecteur. Donc, le sodium est réabsorbé de façon très, très excessive, et cette réabsorption va être à l'origine d'une expansion de la volémie, d'où le transfert de liquide. C'est anormal. Lorsqu'il y a une réabsorption excessive, sodium, elle est censée être compensée par une hypersécrétion. Or, ce qu'on a découvert, c'est que dans le syndrome néphrotique, il y a un excès de réabsorption de sodium au niveau de la partie corticale du tube contourné. Malheureusement, il n'y a pas cette hypersécrétion compensatrice. Il y a une inhibition de cette sécrétion, ce qui explique que le sodium est réabsorbé de façon continue, d'où les œdèmes. Là, si vous voulez, comment expliquer les œdèmes qui sont la conséquence du syndrome néphrotique. La deuxième conséquence, c'est l'hyperlipidémie. Ce n'est pas spécifique lorsque l'organisme se retrouve dans un état d'hypoprotéinémie, puisque c'est la protéine la plus importante circulant au niveau de l'organisme. Donc, le foie va essayer de mobiliser l'ensemble des lipides grâce à des cycles métaboliques divers pour essayer d'élever le taux de protéines, ce qui va entraîner mobilisation des graisses de réserve, de l'hyperlipidémie, l'hystérolémie, et d'ailleurs, quand on prend le sang de ces enfants-là, quand on le fasse
c'est à la centrifugeuse, et on trouve un sérum qui est lactescent. Et quand on voit les urines de ces enfants qui ont un syndrome néphrotique en poussée, le fait qu'il y ait un excès de lipides, ça va passer dans les urines à travers le rein, d'où l'ancienne appellation de néphrose lipoïdique. Et on va trouver que les urines sont aussi lactescents à la présence du lipurie, c'est-à-dire des lipides dans les urines. D'autres conséquences, les protéines qui vont être perdues dans les urines ont tous des fonctions. Certains transports, je cite un exemple, transférine. La transférine, elle, bien sûr, va se retrouver déficitaire dans le sang puisqu'elle va être éliminée. Donc on risque d'avoir une anémie. D'autres hormones, d'autres protéines jouent le rôle de transport. Par exemple, la vitamine D, une des protéines qui, elle, joue le rôle de transport de la vitamine D. Si cette protéine est éliminée dans les urines de façon prolongée, la vitamine D ne pourra pas être transportée d'avoir une hypocalcémie. C'est pareil pour l'iode, c'est pareil pour d'autres molécules. Mais ce sont des perturbations qui se voient lorsque la perte des protéines est prolongée. Deuxième conséquence physiopathologique, ce sont les altérations immunitaires. Les gamma-globulines sont aussi des protéines qui vont être éliminées dans les urines, d'où l'hypogamma-globulinémie et donc un risque chez ces enfants-là. Les autres immunoglobulines sont en général normales. On explore le complément, c'est très important. Le complément est tout à fait dans le syndrome néphrotique immunologique. Peut-être le facteur B qui joue un rôle d'opsonisation. L'opsonisation, c'est tout simplement une phase qui précède la phagocytose. L'opsonisation est faible chez ces enfants-là, ce qui augmente encore la susceptibilité aux infections. Troisième conséquence, c'est les altérations de l'hémostase. On a dit tout à l'heure que en raison de l'hypoprotéinémie, le foie va faire en sorte d'augmenter le niveau de ces protéines dans le sang. Comme il l'a fait pour les protéines, il va augmenter son travail. On sait très bien que les facteurs de coagulation sont des protéines. On va se retrouver avec un foie qui va synthétiser beaucoup de protéines de coagulation. Surajouté à cela, vous avez des facteurs inhibiteurs de la coagulation qui vont créer des protéines qui vont être aussi éliminées urines, comme l'alpha-antitrypsine. À ce moment-là, on se retrouve devant une situation où nous avons trop de facteurs de coagulation, trop coagulants, peu de facteurs inhibiteurs de la coagulation, ce qui rend ces enfants-là dans un état d'hypercoagulabilité qui est un terrain de thrombose. Ce sont des enfants qui sont soumis à cette complication. Heureusement que depuis une meilleure prise en charge, elles sont de plus en plus rares. Ces thromboses-là, elles sont favorisées par d'autres situations, telles que l'immobilisation de l'hypovolémie, l'utilisation de diurétiques. Donc, les altérations de l'hémostase sont tout simplement un état d'hypercoagulabilité responsable de complications thromboemboliques. Quant aux électrolytes, en général, il n'y a pas vraiment de grandes anomalies, d'accord, sauf pour le sodium. Au niveau des urines, puisqu'il y a une réabsorption excessive, forcément au niveau des urines, il est abaissé, nous aurons une natriurése effondrée. Au niveau du sang, elle peut être normale ou bien basse en raison d'une hémodilution, en raison de la retention hydrosodée. Sinon, dans la plupart des autres, le potassium et le calcium sont le plus souvent pas poussés. Sur le plan clinique, alors, mettre simple, bien sûr, le début peut être brutal ou progressif, ça dépend. Et retenez que le plus important, c'est le syndrome œdémateux, c'est le mettre symptôme. Seulement, dans un syndrome néphrotique, les œdèmes peuvent être visibles. Ils sont visibles que si la retention dépasse 5% du poids du corps. Ces œdèmes sont parfois, la plupart des cas, superficiels, donc ils touchent la peau. Donc nous avons un œdème de la paupière, un œdème des chevilles, un œdème des jambes, d'accord. Parfois, ces œdèmes sont plus profonds, les organes. Ça peut être un œdème digestif, avec des douleurs, c'est rectorragie, sinon une forme d'entéropathie, ou bien le poumon, avec son cortège habituel, ou bien même toucher les séreuses. Ça peut être une pleurésie, ça peut être une acide, c'est de la vaginale. Bien sûr, ce sont des œdèmes mécaniques. Bien sûr, ce sont des œdèmes de type rénal, c'est-à-dire blanc, froid ou
Gardons le godet. Comme il y a une retention hydrosodée au cours de la poussée, bien sûr, la diurèse est réduite, donc on peut avoir une oligurie. La tension artérielle, souvent vraiment, elle est normale, mais semble-t-il qu'elle peut être modérée jusqu'à 30% des cas, mais elle n'est pas considérée comme un signe de néphrite. Donc, leurs symptômes, les œdèmes, voici à peu près quelques images. Vous avez ici un œdème au niveau de la jambe. Regardez les traces laissées par les chaussettes. Le signe de godet, hein, c'est-à-dire que lorsque vous pressez, d'accord, vous laissez une trace. Vous avez là une ascite avec un hydrocèle de la vaginale. Vous avez un œdème des paupières. Là, sur la radiographie du thorax, vous avez bien sûr une pleurésie. Bien sûr, je rappelle que dans ce cas, la pleurésie est c'est-à-dire ce n'est pas une inflammation, donc c'est un transudat, c'est-à-dire lorsque on fait en pleural, on trouve un taux d'albumine à 30 grammes. Bien sûr, reste toujours clinique. Je rappelle que l'examen de la bandelette urinaire est un examen clinique et non pas paraclinique. Et donc, lorsqu'on fait chez ces enfants-là une bandelette urinaire, on va trouver que la bandelette de la protéine va virer à 2 croix, 3 croix, 4 croix. Souvent, il n'y a pas d'hématurie, souvent, mais on peut trouver une hématurie microscopique aussi. Sur le plan biologique, eh ben, on va doser ces protéinuries dans les urines, donc on va collecter 24 heures ou bien un échantillon. Une fois qu'on dose cette protéine, on va trouver qu'elle dépasse les 50 mg par kg. Le rapport protéinurie, c'est 2 grammes par gramme. Elle est sélective. C'est important de savoir les protéines immunologiques sélectives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une protéinurie faite de petites molécules. Comment savoir qu'elle est sélective? On calcule l'index de sélectivité. C'est quoi l'index de sélectivité? Eh bien, on va calculer les clearances, c'est-à-dire les quantités de substances éliminées par unité de des molécules comme les IgG et celles de l'albumine, et on va faire le rapport, c'est-à-dire que c'est les clearances des molécules, des substances de haut point moléculaire et des substances de bas point moléculaire. Or, s'il est inférieur à 0,15, on dit que la protéinurie est sélective. C'est un élément de bon pronostic parce que souvent, ce sont des protéinuries, les lésions glomérulaires minimes, qui sont en général répondeurs au traitement. On fait le ionogramme, la natriurèse est très effondrée et bien sûr, on va retrouver des lipides dans les urines. Je ne vais pas trop vite? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Non, ça va. Alors, au niveau sanguin, on va faire une électrophorèse des protides. On va faire un protidogramme. Donc, on va trouver que l'albumine c'est le plus souvent elle est inférieure à 20 grammes. Bon, pour la définition, c'est inférieur à 30, mais souvent elle est inférieure à 20 grammes. Bien sûr, les protides, c'est forcément. Par contre, les alpha et les gamma-globulines vont être élevés, d'accord? Professeur, Et, pardon. et On vous entend moins bien du coup là. je n'ai pas changé de place, je n'ai rien fait. Hein. Et comme ça, Oui, comme ça. Bah, écoutez, que voulez-vous? Hein, je vais essayer d'enlever l'écouteur et de parler directement avec le. Non? essayez, oui. Attendez. Et comme ça, vous arrivez à m'entendre? Oui, je vous entends. Oui, je vous entends. Ah non, mais par rapport à tout à l'heure, Ça s'entrecoupe toujours. eh ben, ça, c'est. Attendez, écoutez, je suis à côté du démo. Hein. Allô? Oui, Ça, vous m'entendez? oui, ça se Non. coupe. Ça se coupe quand même. Je- ça, comme ça. Ça se coupe? Non, pas pour l'instant. Et on va essayer de tenir comme ça. Là, ça se coupe. Non, c'est peut-être un problème de connexion. Hein. Professeur, vous ne pouvez pas partager de la connexion à partir de votre téléphone. Ainsi, Ce serait peut-être mieux. donc je vais aller vers données mobiles. Comme ça. Oui, Est-ce que vous oui, m'entendez? oui, oui, je vous entends. Donc là, je vais donner mobile. Voilà, je mets point accès, c'est ça? Données mobiles, activez votre 3G, essayez de D'accord, bon, attendez. Ça, je l'ai fait. partage de connexion. Vous avez trouvé partage de connexion.
J'ai écrit accès mobile, ça y est. Ça, vous m'entendez? Oui, Oh, oui, je vous ça. entends. Je ne sais pas. En fait, c'est saccadé. Attendez, je vais changer peut-être de kit main. Oui, ce serait mieux. Vous arrivez à m'entendre? Pour l'instant, oui. J'ai changé de kit main. Écoutez, il est neuf. Très bien. On ne peut pas faire plus que ça. Hein. Est-ce que vous m'entendez Merci. bien? Oui, pour l'instant, on vous entend très bien. Très bien. Et donc, on a dit que lorsqu'on fait un protidogramme, donc on va trouver une hypoprotidémie, bien sûr, puisque la taux d'albumine va être abaissé, et les gammas sont abaissés. Les alpha-2 et les bêta sont élevés. C'est bon, vous arrivez à m'entendre? Oui. Je vais essayer. Si vous Ah, pouvez partager la connexion à partir de votre téléphone, ce serait préférable. c'est ce que j'ai fait. Hein. Voilà, c'est écrit point mobile. C'est mobile, ça y est, c'est bon. Je dois ajouter, ça y est, c'est partagé. Est-ce que comme ça, vous m'entendez? Allô? Oui, oui, on vous entend, professeur. Ça, c'est bon. Oui. Pour l'instant, oui. Allez, on va essayer. هنايا. Je continue, puisque vous m'entendez. On fait un protidogramme. Et donc, on va trouver un taux d'albumine abaissé, un taux de gamma abaissé. Par contre, les alpha-2 Pardon, on est en train de faire quelques... Ah, mais tu m'écoutes. Oui, Et le je vous ticket, écoute. là, il est en train de faire vraiment désolé parce que comme ça. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, oui, je vous écoute. Très Mais quand vous bien. commencez à parler, c'est là que ça s'entrecoupe. C'est quand vous commencez à parler. Est-ce que comme cette diapo, vous me direz si vous m'entendez. Déjà là, je vous ai pas entendu. Voilà, donc c'est
Professeur Khlafi. Alors, le professeur essaye certainement d'arranger sa connexion. Nous allons attendre un petit peu. Donc, le professeur Khlafi est en train de régler son problème de connexion. On attend un petit peu encore. On s'excuse pour ce problème. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous Oui, m'entendez? oui, professeur Khlafi, oui. Je ne sais pas. Ça s'entrecoupe toujours en fait. Alors, on va En fait, reprendre. Je vais partager. Voilà. Est-ce que vous arrivez à me suivre? oui. Écoutez, hein, j'ai essayé même le portable. Mais si c'est toujours saccadé. Pardon? C'est toujours saccadé. Oui,
Malheureusement. Malheureusement. Bon, écoutez, On aura tout essayé. on s'excusera auprès de nos auditeurs, d'accord? Ouais. Là, vous avez devant vous donc une électrophorèse de protéines. On voit très bien l'augmentation des alpha et des bêta, ceux qui sont augmentés, les gamma sont abaissés. Et on voit cet aspect-là qu'on décrit le chapeau mexicain assez spécifique du syndrome néphrotique, donc idiopathique. Bien sûr, quand on fait le reste du bilan, on va montrer une VS très accélérée. Bizarrement, il n'y a pas d'inflammation dans le syndrome néphrotique. Cette VS est très accélérée en raison de cette dysprotéinémie, c'est-à-dire le fait qu'il y a une hyperalbuminémie, il y a une hyperalpha, hyperbêta, etc. Donc, ça veut dire que une VS accélérée n'est pas spécifique d'inflammation. Les lipides sont élevés. Bien sûr, si ces lipides sont élevés de façon prolongée, il y a un risque cardiovasculaire. L'hémostase, comme on l'a dit tout à l'heure, on aura une augmentation des facteurs de coagulation, de l'hypercoagulabilité. Et enfin, le bilan électrolytique rénal, en général, il n'y a rien de particulier. Le C3 est en général normal. Alors, la PBR, sur le plan histologique, n'est pas nécessaire au diagnostic, sauf dans certaines situations. Si vous avez un syndrome néphrotique impur, et le syndrome néphrotique survient avant l'âge de 1 an ou après l'âge de 10 ans, en général, ce sont d'autres types de néphropathie. Parce que le syndrome néphrotique est résistant au traitement corticoïde et éventuellement, si vous utilisez la cyclosporine dans le traitement forme de certaines formes cliniques. Alors, dans un syndrome néphrotique immunologique, trois types de lésions sont décrites. 90% des cas, nous avons des lésions glomérulaires minimes qui sont sensibles dans la plupart des cas au traitement corticoïde. Vous avez des lésions glomérulaires qui sont pas minimes, mais elles sont focales. Il peut s'agir d'une fibrose. Surtout, de hyalinose segmentaire et focale. C'est un type d'histologique qui est relativement résistant au traitement. Et enfin, une prolifération mésangéale diffuse. Retenez que dans la plupart des cas, le plus souvent, dans 9 cas sur 10, il s'agit de lésions glomérulaires minimes. On fait l'immunofluorescence, en général, il y a une fixation spécifique. Comment évolue un syndrome néphrotique? Alors, cette évolution ne se conçoit que sous traitement corticoïde. Même s'il existe dans 5% des cas une rémission spontanée. C'est une maladie prolongée qui évolue par poussée-rémission. 90% de ces syndromes vont répondre aux corticoïdes. Cette réponse va entraîner ce qu'on appelle une rémission. Cette rémission peut être totale, donc disparition du syndrome néphrotique, totalement, partielle, c'est-à-dire nous aurons un taux d'albumine tout à fait normal et une protéinurie résiduelle inférieure à 50 mg kg. Ces syndromes néphrotiques qui vont répondre aux corticoïdes eux-mêmes se divisent en trois catégories. Ceux qui vont faire une seule poussée, celle-là, et qui vont guérir. De guérison si la rémission dépasse 2 ans sans poussée. Certains, à peu près 20-30%, vont faire des rechutes tardives et jusqu'à 60%, voire 70%, vont faire des rechutes précoces, fréquentes ou corticodépendantes. 10% des syndromes néphrotiques ne vont pas répondre au traitement, on les appellera les syndromes néphrotiques résistants. La moitié, malheureusement, va évoluer vers l'insuffisance rénale chronique qui va aboutir à l'insuffisance rénale terminale selon, bien sûr, l'histologie. Ça, c'est un tableau pour vous résumer qu'un syndrome néphrotique, 90% répondent au traitement corticosensible, 10% corticorésistant, 30% ne répondent pas de rechute guérie au bout de 2 ans sans pousser, 70% rechute. Parmi les 70%, 10% vont faire des rechutes tardives et 60% vont faire soit des rechutes fréquentes, soit une corticodépendante, et dans les deux cas, c'est le même traitement. C'est quoi un syndrome néphrotique corticodépendant? Eh bien, ce sont des enfants qui vont rechuter dès que vous diminuez les doses des corticoïdes, ou bien dans les 3 mois qui suivent l'arrêt des corticoïdes, selon la définition française. Si on tient compte de la définition internationale ou américaine, un syndrome néphrotique
ce sont des syndromes néphrotiques qui vont faire 2 rechutes alors qu'ils sont sous traitement, qui vont faire une rechute dans les 15 jours qui suivent l'arrêt des corticoïdes. Rechuteurs fréquents, eh ben, ce sont des enfants qui vont faire plus de 2 rechutes dans les 6 mois qui suivent la réponse, 4 rechutes en un an à n'importe quel moment. Est-ce que tu m'entends, Fabi? Et moi aussi, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est toi. Et comme ça. Oui, là, je vous entends. Je crois que ça, c'est à votre niveau. Hein? En fait, non, c'était muté. En fait, on vous entend, mais ça s'entrecoupe toujours. D'accord. Et comme ça, on va essayer. Que voulez-vous? Ces 2 types de syndrome néphrotique auront bien sûr le même traitement. Quelles sont les complications? Bien, ce sont les infections particulièrement. Ce sont des enfants qui ont une hypogamma, qui ont un problème immunitaire, qui ont une baisse de l'opsonisation, en particulier les infections péritonéales à pneumocoque, c'est très important. Les infections peuvent se voir, qu'elles soient osseuses, méningées ou urinaires ou autres. L'insuffisance rénale est une forme de complication, on l'a dit tout à l'heure. Les troubles hydroélectrolytiques, on l'a dit tout à l'heure, la retention peut entraîner une hyponatrémie qui peut être à l'origine d'un œdème cérébral par hémodélution, des convulsions. Troubles hydroélectrolytiques, on a dit qu'il peut y avoir une hypovolémie qui peut se voir lors des poussées ou lorsque vous utilisez de façon non réfléchie des diurétiques au cours de certaines complications thromboemboliques, voire septicémie. Ce sont les complications thromboemboliques qui sont les plus graves. Heureusement, elles deviennent de plus en plus rares. Elles sont favorisées, comme on l'a dit tout à l'heure, par l'excès de synthèse des fois des protéines de coagulation, par l'hypovolémie, par l'immobilisation qui est strictement proscrite dans ces cas-là, par l'utilisation des diurétiques, parce que quand vous donnez un diurétique, vous faites uriner l'enfant, vous ne lui faites pas encore du liquide, donc vous augmentez la viscosité. Certains auteurs ont trouvé un certain nombre de facteurs qu'ils appellent facteurs de risque. Lorsqu'ils sont présents, ils mettent les enfants sous prévention de ces complications thromboemboliques. Ces thromboses touchent aussi bien les artères que les veines. Complications digestives aussi, ce sont des enfants qui peuvent faire des crises néphrotiques, ce sont des douleurs abdominales, donc qui peuvent simuler un abdomen chirurgical, qui peuvent simuler une péritonite à pneumocoque, qui peuvent simuler, si l'enfant sous corticoïde et un ulcère, une gastrite, voire une pancréatite. Et dans la plupart des cas, ce sont les manifestations cliniques d'une acide qui se constitue. Bien sûr, l'œdème digestif peut être à l'origine d'une diarrhée. Les autres complications, ce sont des complications qui se voient lorsque la dégradation est prolongée, donc l'hypocalcémie, l'hypoprotédémie qui peut aller surtout chez le tout petit jusqu'à une malnutrition, en métaux, les troubles endocriniens, lorsque la perte est prolongée, ça peut être la croissance, l'hypocalcémie avec une hyperparathyroïdie, une hypothyroïdie par perte des protéines de transport de l'iode. Et bien sûr, les complications inflammatrices, comme on l'a dit, on rapporte avec cette hyperlipidémie qui, si elle est prolongée pendant plusieurs mois, voire années, va être un facteur de risque de maladie. Bonjour. Avant, tu ne m'entends pas. Est-ce que tu m'entends? Je vous entends, professeur, je vous entends. OK. Donc, voilà, si vous voulez, le gros. Maintenant, les formes cliniques assez rapidement. Parfois, le syndrome néphrotique vient qu'il n'y a pas d'œdème, c'est des formes sèches. En général, c'est les premiers jours, d'accord? Ensuite, l'œdème apparaît. Les formes anatomocliniques, on a vu tout à l'heure la néphrosie hépatique, c'est un syndrome néphrotique à lésion glomérulaire minique, et toutes les autres lésions glomérulaires qui sont diffuses peuvent être à l'origine d'un syndrome néphrotique. Vous avez ici une liste exhaustive. Le syndrome néphrotique survient aussi de façon précoce. Les syndromes néphrotiques congénitaux et infantiles, ce sont des syndromes néphrotiques particuliers, raison de la fréquence de cas familiaux, et qui résistent le plus souvent au traitement corticoïde et dont le pronostic est malheureusement sévère parce qu'ils évoluent rapidement vers la chance rénale. C'est pour cela qu'à cet âge-là, à l'âge de 1 an, la PBR est systématique. On rappellera juste le syndrome néphrotique de type finlandais, c'est une maladie génétique récessive et due à une anomalie de la protéine qu'on appelle la néphrine, qui est codée
au niveau du chromosome 19. Donc, ça fait partie de ces syndromes néphrotiques génétiques à l'altération de la structure du podocyte, malheureusement qui évolue vers l'insuffisance rénale, donc en 3 à 5 ans, et qui nécessitera forcément une greffe. La sclérose mésangiale diffuse, c'est pareil. Donc, c'est un syndrome néphrotique qui est précoce, moins précoce que le syndrome finlandais. Là aussi, il y a un symptôme à la naissance, c'est quelques semaines après. Ce sont des enfants chez qui on peut trouver des anomalies de type pseudo-hermaphrodisme. Ce sont des enfants qui ont des tumeurs hormonaires de type néphroblastome. Et bien sûr, ici, c'est un autre gène qui est retrouvé, qu'on appelle le WT1, c'est-à-dire le tumor 1. Et vous avez les autres types syndrome néphrotique congénitaux avec lésions glomérulaires minimes, profilation mésangiale et alénose segmentaire et focale. Et c'est pratiquement les mêmes lésions que dans la forme acquise. Mais le fait qu'elles surviennent à cet âge-là font d'elles de mauvais pronostics. Vous avez les formes Pardon, professeur. de révélation. Pardon, s'il vous plaît. On n'a rien entendu. Hein. Pour cette plaque. Ça se coupe. Ça s'entrecoupe. Moi, je vous entends et vous m'entendez comme ça. Oui, là, je vous entends. Mais quand vous commencez à parler, ça s'entrecoupe. C'est saccadé. Quand vous commencez, ça devient saccadé. Peut-être que je ne vais pas bouger. Oui, essayez de ne pas bouger, s'il vous plaît. Je ne bougeais pas. Le syndrome néphrotique congénitaux et infantile. Vous m'entendez comme ça? Là, oui. Pour l'instant, oui. Ces syndromes néphrotiques qui surviennent à la naissance ou dans les semaines qui suivent sont caractérisés par le fait ce sont des syndromes néphrotiques dus à une maladie du rein, aux protéines qui vont former le diaphragme de fente, à savoir la néphrine, par exemple, qui va être à l'origine d'une syndrome néphrotique du type finlandais, qui va évoluer vers l'insuffisance rénale, ou bien la sclérose mésangiale diffuse, qui est une mutation d'un gène, qui aussi va évoluer vers l'insuffisance rénale. Vous avez les syndromes, bien sûr, ce sont des syndromes néphrotiques qui nécessitent pas de traitement génique, qui nécessitent un traitement symptomatique. Et vous avez les syndromes néphrotiques qui surviennent tard. D'accord. Là aussi, ils sont tout aussi de mauvais pronostics. Alors, les formes étiologiques, nous avons dit 9 cas sur 10, c'est des formes idiopathiques et primitives, mais quand même 10% des syndromes néphrotiques sont secondaires à des pathologies qui peuvent être infectieuses, héréditaires, malignes, maladies de système comme le lupus, maladies endocriniennes, la thyroïdie, certains médicaments comme la dépénicillamine qu'on utilise dans la maladie de Wilson, un carrément des syndromes néphrotiques mécaniques dus à des thromboses de la veine rénale, une insuffisance cardiaque. Vous avez les formes évolutives, c'est ce qu'on a dit, c'est ce syndrome néphrotique corticosensible et les syndromes néphrotiques cortico-résistants. Pour le diagnostic, est-ce que tu arrives à me suivre? Ça s'entrecoupe. Écoutez, que voulez-vous? Oui, en fait, c'est... Rien, mais ils peuvent dire quand même s'ils arrivent à m'entendre, sinon s'excusent. Comment poser le diagnostic? Est-ce que tu m'écoutes? Non, là, ça s'est coupé. Là, j'ai rien entendu, en fait. Professeur, vous ne pouvez pas essayer d'enlever, s'il vous plaît, les écouteurs? Je vais enlever. Voilà. Et comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Pour l'instant, oui. Pour l'instant. Oui. Donc, on est au niveau du diagnostic positif. Oui. Alors, habituellement, le syndrome néphrotique, ce n'est pas un diagnostic qu'on discute. On y pense, il faut le confirmer. Donc, il suffit de doser les protéines dans les urines, de demander un taux d'albumine. Et si vous avez une protéine supérieure à 50 mg par jour et une hypoalbuminémie inférieure à 30 g par litre, vous faites le diagnostic de syndrome néphrotique. Maintenant, pour faire le diagnostic de syndrome, et on a dit que le syndrome néphrotique pouvait être secondaire, donc ça ne suffit pas de dire qu'il est immunologique, idiopathique, il faut d'autres caractéristiques. C'est un syndrome néphrotique qui doit être pur, c'est-à-dire que vous ne devez pas trouver de signe de néphrite. Il est primitif, c'est-à-dire que l'examen clinique ne va rien montrer comme autre signe clinique qui oriente vers une étiologie. Nous avons affaire à des symptômes rénaux isolés. L'âge de l'enfant doit être compris entre 1 et en général 10 ans, parce que c'est l'âge du syndrome néphrotique immunologique. Lorsque vous avez ces éléments-là, syndrome néphrotique pur, primitif,
cet âge-là, c'est-à-dire entre 1 an et 10 ans, vous pouvez porter le diagnostic de néphrose, vous pouvez entamer le traitement corticoïde sans faire de PBR. Le diagnostic différentiel, en général, il ne se pose pas. Est-ce que tu arrives à m'entendre? Oui, oui, beaucoup mieux. Bien. On arrive à la thérapeutique. Alors, quels sont les objectifs du traitement? Bien sûr, il faut qu'on obtienne une rémission, on va essayer de prévenir les rechutes, on va lutter contre les conséquences de la protéinurie, on va prévenir les complications. Et bien sûr, c'est une maladie chronique, donc ce sont des enfants qui doivent mener un rythme de vie tout à fait normal. Quels sont les moyens thérapeutiques dont on dispose? Les mesures symptomatiques. Alors, la diététique. Qu'est-ce qu'il y a comme diététique? Ce sont des enfants qui prennent des protéines, mais en général, c'est uniquement pendant la poussée. Donc, il n'est pas utile de faire un régime hypercalorique. Donc, le régime est tout à fait normal. L'apport alimentaire, alors, sur le plan hydrique, en général, l'apport hydrique reste normal, sauf si la retention est très importante, hein, qu'on a une oligurie importante. À ce moment-là, l'apport hydrique doit être réduit. Enfin, il faut réduire l'apport sodé. Ça, est-ce que tu arrives à m'écouter? C'est saccadé toujours. Ah ben, je suis désolé. Hein. Attendez, je vais essayer de... Allô, oui? Oui, là, je vous entends. Oui, professeur, je trouve que c'est mieux que tout à l'heure. C'est mieux. Oui, merci. D'accord. Alors, donc, pour les mesures symptomatiques, pas d'apport protéique supplémentaire, pas de restriction hydrique si la diurèse est satisfaisante ou bien si la retention n'est pas importante. Par contre, il faut faire une retention sodée. Alors, les diurétiques. Tout à l'heure, j'ai cité les diurétiques comme étant quand même des médicaments qu'il faut manier avec précaution parce qu'ils pouvaient favoriser donc, le collapsus. C'est pour ça qu'ils doivent être évités. Si on doit les utiliser, ils doivent être utilisés sous surveillance. On les indique lorsque les œdèmes sont très importants, inesthétiques, mal tolérés, avec une natriurése très effondrée. Souvent, on donne la spironolactone, c'est un anti-aldostéronique, puisque tout à l'heure on avait dit qu'il y avait un hyperaldostéronisme, donc on inhibe l'action de l'aldostérone, donc on va donner un anti-aldostéronique. Or, cette molécule n'agit que 3 à 4 jours après, donc c'est pour cela qu'on lui ajoute un diurétique d'action rapide qui est le furosémide à la dose de 2 mg par jour, qui est souvent associé au début. Je rappellerai que ce traitement diurétique est un traitement uniquement transitoire de quelques jours et qu'il faut donc le surveiller. Les perfusions d'albumine. Ce sont des enfants qui font une hypoalbuminémie parce qu'il y a de l'albumine dans les urines. Est-ce qu'on va leur donner de l'albumine? L'albumine étant une macromolécule, elle n'est indiquée qu'en cas de collapsus pour rétablir la volémie. Ou bien, lorsque vous avez des œdèmes très importants, mais auxquels vous donnez des diurétiques, mais qui sont inefficaces. Donc, l'indication de l'albumine est limitée. De plus, son effet est transitoire, puisque lorsque vous allez la donner, elle va être éliminée dans les urines. Et si on doit la donner, la dose est devant vous pendant 3 jours, et il faut faire très attention à surveiller l'expansion volémique, parce que l'albumine peut être sodée, peut être à l'origine de complications, qu'elles soient de type allergique donc, ou bien de type choc cardiogénique ou surcharge vasculaire. Quels sont les autres moyens thérapeutiques? Les antibiotiques en cas d'infection uniquement, les anticoagulants, certains, lorsqu'il y a des facteurs de risque, donnent de la dipyramidol ou bien de l'aspirine, ou d'autres ne le donnent pas du tout, mais il faut éviter les facteurs de risque de la thrombose, éviter l'immobilisation, éviter de traiter un collapsus, traiter une septicémie et manier les diurétiques avec précaution. En cas d'hypertension artérielle associée, bien sûr, on pourra donner des antihypertenseurs en favorisant les IEC. Ce sont des enfants qu'il faut vacciner systématiquement contre le pneumocoque. Or, c'est un vaccin qui est obligatoire depuis 2016. Donc, chez les enfants qui sont nés après 2016, qui ont un syndrome néphrotique, ils sont censés être vaccinés. Écoute, Papi,
Puis, Oui, oui, je vous écoute, professeur, merci. je suis vraiment en train de crier, hein, je m'excuse, mais je suis vraiment en train de crier. Là, c'est mieux que tout à l'heure. Alors, ça, c'était le traitement symptomatique. Alors, maintenant, comment traiter un syndrome néphrotique immunologique? On a dit que le traitement de base, c'était les corticoïdes. Dans la prédnisone ou bien la prédnisolone, à la dose de 2 mg kg jour, sans dépasser les 60 mg jour, auquel il va falloir ajouter de la vitamine D et du calcium. Les autres éléments de traitement éthiopathogénique sont les immunosuppresseurs. Alors, les immunosuppresseurs, ce sont des drogues très toxiques qu'il faut manier et dont les indications sont limitées uniquement au syndrome néphrotique avec intoxication stéroïdienne et les syndromes néphrotiques immunologiques qui ne répondent pas aux corticoïdes. Devant vous, vous avez la liste de certains médicaments. J'en parlerai uniquement de ceux qui sont habituellement donnés, à savoir la cyclosporine, qui est très efficace dans les syndromes néphrotiques corticodépendants et qui permet l'arrêt des corticoïdes, donc d'éviter l'intoxication. Le problème, deux problèmes, c'est que son efficacité, elle est uniquement suspensive, c'est-à-dire efficacité durant le traitement. Dès qu'on arrête la cyclosporine, malheureusement, il y a le risque de rechute. Deuxième élément limitatif, c'est que la cyclosporine est une drogue néphrotoxique. Donc, si vous la donnez, il va falloir surveiller les effets secondaires, à savoir la tension artérielle, la fonction rénale, la chimie des urines. Et si la cyclosporine est donnée pendant plus de 2 ans, il va falloir ajouter la surveillance histologique. Mycophénolate mofétyl, le CELSEP, c'est aussi un immunosuppresseur qui a à peu près la même action que la cyclosporine, mais qui a l'avantage d'être néphrotoxique et qui, à un moment donné, passé avant la cyclosporine. Le rituximab, c'est un anticorps anti-CD20 qui, paradoxalement, a été efficace dans le syndrome néphrotique, mais sa place actuelle dans le syndrome néphrotique de l'enfant reste déterminée. Donc, ça, c'est, si vous voulez, donc l'ensemble des médicaments utilisés pour traiter le syndrome néphrotique. Sur le plan pratique, alors, on peut tenter un traitement symptomatique. Bien sûr, ce qu'on a dit, 5% des enfants entrent en rémission spontanée, mais il faut dire aussi que laisser ces enfants sous traitement symptomatique, c'est aussi les exposer à des complications et que seulement 5% de ces enfants vont entrer en rémission. C'est pour cela qu'il est préférable donc de commencer d'emblée le traitement. Alors, la poussée de syndrome néphrotique, le traitement universel, qui se fait dans le monde entier, le traitement corticoïde. Nous appliquons, nous, le schéma utilisé par la Société de néphrologie pédiatrique française. Il y a plusieurs autres schémas. Certains utilisent le schéma de l'ISKDC américain, d'autres le schéma CADIVO, mais nous, on va se limiter à ce schéma-là. Donc, on va donner la corticothérapie quotidienne, tous les jours, maximale, c'est-à-dire 2 mg kg, sans dépasser 60 mg par jour, associé à la vitamine D et calcium pendant 4 semaines. Au bout de 4 semaines, on va faire une évaluation. C'est quoi une évaluation? Voir si la protéinurie a disparu. Si, je rappelle que tout est secondaire à la protéinurie. Et donc, si vous avez une bonne dette urinaire avec une protéinurie négative, votre examen physique est tout à fait normal. Si le syndrome néphrotique a disparu, donc on conclut qu'il s'agit d'un syndrome néphrotique cortico-sensible. On va continuer le schéma thérapeutique comme suit. On va laisser la même dose, on va passer un jour sur deux pendant 2 mois. Ensuite, on va dégraisser de 0,5 mg par kilo, un jour sur deux, tous les 15 jours. Cela va faire un traitement de 4 mois et demi. Si la protéinurie persiste, c'est-à-dire qu'à 4 semaines, on a toujours un enfant protéinurique, à ce moment-là, on va faire le test de la méthylprédnisolone. C'est quoi ce test? On va donner 1 g par 1,73 m² de surface corporelle. Donc, nous allons calculer la surface corporelle de l'enfant, qui est 4 fois le poids plus 7 divisé par le poids plus 90. Et on va donner 1 g pour 1,73 m², X grammes pour la surface corporelle de l'enfant. Cette perfusion est donnée à 48 heures d'intervalle, 3 fois, donc J1, J3, J5.
sous stricte surveillance de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Entre les perfusions, nous allons continuer la corticothérapie orale et cette corticothérapie orale va être aussi continuée jusqu'au 8e jour après l'arrêt des perfusions. J8, après l'arrêt des perfusions, on va faire la même évaluation. Si la protéinurie a disparu, à ce moment-là, il s'agit d'un syndrome néphrotique cortico-sensible. On va continuer le traitement selon le protocole que j'ai cité. Donc, syndrome néphrotique cortico-sensible est un syndrome néphrotique qui a répondu au traitement corticoïde après 4 semaines, suivi ou non de 3 bolus de solumédrol. Quand si la protéinurie persiste, à ce moment-là, on pose le diagnostic de syndrome néphrotique cortico-résistant, on arrête les corticoïdes, on fait une ponction biopsie rénale et, si possible, on doit faire une étude génétique. Le traitement immunosuppresseur, quant à lui, la préférence va selon les services, selon la pratique. Certains commencent à donner donc, la cyclosporine, d'autres donnent le MMF, ça dépend des situations. Il est indiqué si votre enfant est corticodépendant à une dose élevée, c'est-à-dire si votre enfant a un syndrome néphrotique qui est en rémission, mais sous des doses très élevées de corticoïdes qu'on ne peut pas maintenir pendant longtemps en raison du risque d'intoxication. Les immunosuppresseurs nous permettent de diminuer cette dose, de devenir toxique. Ils peuvent permettre aussi parfois même de réduire les doses jusqu'à arrêter les corticoïdes et de maintenir la rémission uniquement par l'immunosuppresseur. Ils préviennent aussi les rechutes. Ils sont indiqués, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les syndromes néphrotiques corticodépendants avec intoxication stéroïdienne, donc les corticoïdes deviennent contre-indiqués, ou bien les syndromes néphrotiques cortico-résistants. Tu m'écoutes? Oui, professeur. Oui, je vous écoute. Ça, c'est le traitement de la première poussée. Qu'en est-il des autres? Alors, le traitement des rechutes, on a dit tout à l'heure qu'il existait des rechutes tardives, des rechutes fréquentes, corticodépendantes. Une rechute tardive, c'est une rechute qui survient au-delà de 3 mois après l'arrêt des corticoïdes. C'est-à-dire, si un enfant arrête son traitement, par exemple, début mai, il fasse une poussée en septembre. C'est-à-dire qu'il l'a faite combien de mois après? Donc mai, juin, juillet, août, septembre, 4 mois après. Donc cela s'appelle une rechute tardive. Elle est traitée comme suit. Le traitement, c'est toujours des corticoïdes. La même dose jusqu'à la rémission. Cette fois-ci, on n'est pas obligé d'attendre 4 semaines de traitement. On donne 2 mg kg jour jusqu'à rémission. Donc ça peut être une semaine, 10 jours, 15 jours. Une fois qu'on obtient la rémission, qui, je rappelle, est un examen clinique normal et une note urinaire protéine négative ou trace, on va maintenir ce traitement pendant encore 4 jours ou 5 jours et on va passer à la dégression par mois. On va passer à 1 jour sur 2, tout un mois. Ensuite, on dégraisse de 0,5 mg par jour, toujours 1 jour sur 2, un autre mois. Et ça va faire comme le traitement de la première poussée, autour de 4 mois et demi. Par contre, si les enfants font des rechutes fréquentes, donc on a dit plus de 2 rechutes dans le traitement corticoïde, ou 6 mois, ou bien 4 rechutes pendant 1 an, qu'importe le moment, à ce moment-là, on reprend le traitement corticoïde, toujours la même chose, 1 mg kg jusqu'à rémission. On va maintenir donc ce traitement, la même chose pendant quelques jours. On va passer à 1 jour sur 2. On va faire baisser cette dose de corticoïdes jusqu'à ce qu'on appelle la dose seuil minimale efficace. Si cette dose est faible, n'est pas dangereuse, on pourra la maintenir pendant plusieurs mois. On peut aller jusqu'à 12 voire 18 mois. C'est ce qu'on appelle la corticothérapie discontinue prolongée. Il n'y a pas de risque de retard de croissance staturale. Par contre, si cette dose seuil élevé est assez élevée pour entraîner une intoxication stéroïdienne, à ce moment-là, on ne pourra pas continuer comme ça. Quand l'enfant est en rémission, on introduit
association avec les corticoïdes, un immunosuppresseur qui va permettre de maintenir la rémission et nous permettre de réduire les doses de corticoïdes de telle façon à ce que la rémission soit maintenue par l'immunosuppresseur. Voilà, si vous voulez, comment on traite une poussée de syndrome néphrotique selon qu'elle soit tardive ou fréquente ou corticodépendante. Alors, les complications, bien sûr, ce n'est pas des complications spécifiques. On peut avoir un choc par lapsus, donc il faut remplir. Les infections, il faut éviter les contacts, surtout si l'enfant est sous corticoïde, éviter les contacts avec varicelle. S'il y a un contact, dans ce cas-là, donner des immunoglobulines et bien sûr traiter la varicelle par de la cyclovir. Bien sûr, maintenant, on peut arrêter le traitement corticoïde, tout dépend de la dose, mais surtout s'il y a un immunosuppresseur associé, il faut l'arrêter. Bien sûr, en cas d'infection, il faut être énergique et viser le pneumocoque. Et bien sûr, il faut faire cette vaccination contre le pneumocoque si l'enfant n'a pas été vacciné. Les complications thromboemboliques sont de plus en plus rares parce qu'on les prévient mieux. Il faut éviter d'immobiliser l'enfant, même s'il a un syndrome de donc il faut qu'il bouge. Il faut rapidement lever un collapsus, traiter une hypovolémie. Les diurétiques, faites attention, indiquez pendant quelques jours si vraiment les œdèmes sont très importants avec une matriose effondrée. Bien sûr, vous pouvez très bien utiliser de l'aspirine si vous avez les facteurs de risque cités tout à l'heure. Bien sûr, malheureusement, si l'enfant fait une complication thromboembolique, à ce moment-là, c'est l'épinothérapies. C'est une maladie chronique. L'enfant ne va pas rester tout le temps à l'hôpital, juste peut-être la première poussée pour faire un dossier, pour faire une éducation thérapeutique, expliquer la maladie à l'enfant, et si possible, expliquer aux parents, leur apprendre à faire un examen à la bandette urinaire. Alors, concernant les hospitalisations, alors, les prochaines rechutes, comme l'enfant va être surveillé, va être dépisté plus tôt, à ce moment-là, les hospitalisations d'ailleurs ne sont pas du tout utiles. Le repos au lit est proscrit, bien sûr. Les vaccinations, il faut respecter le calendrier vaccinal. Seulement, il faut faire attention. Donc, concernant les vaccins tués, il n'y a aucun problème. À ce moment-là, vous pouvez vacciner. Concernant les vaccins vivants atténués, à un moment donné, on disait qu'il faut éviter parce que ça peut être. Les études ont montré qu'on pouvait vacciner ces enfants à condition, même s'ils sont sous corticoïdes, à condition qu'ils soient soit en rémission, soit une dose très très faible de corticoïdes. La réponse humorale doit être correcte. Ce sont des enfants qui doivent avoir une activité scolaire et normale. Comment surveiller un enfant qui a un syndrome néphrotique? Le syndrome néphrotique, j'ai dit, évolue par poussée-rémission. Donc, il y a deux façons de le surveiller, pendant la poussée et en dehors de la poussée. Alors, pendant la poussée, bien sûr, la surveillance est clinique, elle est quotidienne, voire plus quotidienne. Il faut surveiller les œdèmes, le poids, plusieurs fois la tension artérielle, surtout elle est élevée, la durée des 24 heures, bien sûr, le reste des constantes vitales. Sur le plan biologique, bien sûr, on ne va pas faire tous les jours une bandelette urinaire, bon, ça va être du gaspillage. Néanmoins, lorsque les œdèmes auront disparu ou vont régresser, on pourra éventuellement faire une bandelette urinaire. Parce qu'un enfant qui a un syndrome œdémateux, ça ne sert à rien de faire une bandelette urinaire, il aura toujours des croix au niveau de cette bandelette. Dans le sang, bien sûr, une fois que la rémission est obtenue, on peut faire un taux de protéines, un taux d'albumine, refaire la fonction rénale, un ionogramme, c'est sans anormaux. Je rappellerai juste que les anomalies sanguines se normalisent légèrement en retard par rapport à la disparition de la protéinurie. Mais en pratique, lorsqu'il n'y a plus d'œdème, lorsqu'il n'y a plus le poids a baissé pour devenir normal, lorsque la durée a repris, lorsque la tension est normale, lorsque la bandelette urinaire montre protéines négatives ou traces, vous pouvez dire qu'il y a rémission. En dehors de la poussée, bien sûr, c'est le dépistage de la protéinurie par la bandelette urinaire. Donc, les parents doivent être, donc, on doit enseigner aux parents donc, comment faire donc une bandelette, comment la lire, ce qui permet de dépister avant l'apparition des œdèmes. Pour la surveillance du traitement, bien sûr, tout le monde connaît, on doit surveiller les effets secondaires des corticoïdes, en particulier si cette corticothérapie est prolongée. Donc, le retard statural, faites attention, ce sont des enfants qui doivent avoir une courbe de croissance. Il faut surveiller l'ostéoporose,
il faut surveiller l'ostéopénie, toutes les conséquences de cette corticothérapie, à savoir les tassements vertébrales, les nécroses aseptiques de la tête fémorale. C'est pour cela que parfois il faut faire un dosage de la vitamine D, du calcium et même une ostéodensitométrie. Bien sûr, les effets secondaires sont à dépister, tels que le diabète, l'ulcère, les troubles psychiatriques, le glaucome. Donc, il y a beaucoup d'effets secondaires que le corticoïde. Il faut faire très attention. Quant aux immunosuppresseurs, eh bien, ce sont des immunosuppresseurs, en particulier la plazitoxine. Donc, il faut faire une formule si vous utilisez le cyclophosphamide. Si vous avez une cytopénie, une leucopénie, une anémie, une neutropénie ou une thrombopénie, vous arrêtez le traitement. Si vous utilisez la cyclosporine, bien sûr, c'est la fonction rénale, la chimie des urines, la tension artérielle. Si le traitement est prolongé, la PBR en plus. Si vous utilisez le MMF, eh bien, c'est la formule aussi, le bilan hépatique et rénal. Alors, le pronostic, eh bien, 90% des syndromes néphrotiques sont de bons pronostics puisqu'ils répondent aux corticoïdes. Et quel que soit le mode évolutif de ces syndromes néphrotiques corticosensibles, seuls 30% vont faire une seule poussée et donc vont guérir. 10% vont faire des rechutes tardives, mais ces rechutes restent toujours sensibles, souvent sensibles aux corticoïdes. L'évolution à long cours est favorable. Il faut rappeler juste que les enfants qui ont répondu à la première poussée, en général, restent bons répondeurs. Par contre, les enfants qui font des rechutes fréquentes ou corticodépendantes vont évoluer sur plusieurs années. Ce sont des enfants qui vont poser quelques problèmes thérapeutiques parce qu'à chaque fois, on va voir donc remettre les corticoïdes à chaque fois, donc des doses assez élevées. Donc, on aura un risque iatrogène. La durée d'évolution est imprévisible. Et ce sont des enfants qui, pour la plupart des cas, grâce à leur corticosensibilité, ont en principe un pronostic favorable et à long terme, il y a guérison. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que le pronostic va dépendre essentiellement de la réponse au traitement, quels que soient les modes évolutifs. 10% des syndromes néphrotiques immunologiques, bien sûr, on a dit, la moitié va guérir, l'autre moitié, malheureusement, va évoluer vers l'insuffisance rénale chronique et terminale pour nécessiter une greffe rénale. C'est un petit tableau pour récapituler un peu le syndrome néphrotique. Donc, 90% immunologique, 10% secondaire. Dans les immunologiques, ce sont ces syndromes-là, comme on a dit, ce sont des syndromes néphrotiques purs, sans étiologie retrouvée dans la protéinurie sélective chez des enfants sans signe de néphrite et des enfants âgés de 1 à 10 ans. Ce sont ceux-là qui nécessitent un traitement, soit corticoïde ou immunosuppresseur, et qui vont évoluer selon qu'ils soient sensibles ou résistants. Entre ces syndromes néphrotiques, d'autres ne sont pas immunologiques, ils sont génétiques. À ce moment-là, ce sont des mutations génétiques, soit elles sont isolées, on les appellera non syndromiques, des mutations du gène de la néphrine, ou bien des mutations génétiques qui rentrent dans un syndrome particulier qu'on appellera des syndromes néphrotiques syndromiques. Les deux cas, les syndromes néphrotiques génétiques, ne nécessitent pas de corticoïdes ni d'immunosuppresseurs parce qu'ils sont du tout inefficaces et seul un traitement symptomatique est indiqué. Et malheureusement, je vous remercie pour votre patience et je m'excuse vraiment s'il y a des choses qui, si le son n'est pas passé, on va essayer tout et je m'en excuse auprès de ceux qui sont en train de me suivre. À vous, Talbi. Allô, oui, merci beaucoup, professeur. Merci pour d'avoir accepté notre invitation et merci à notre audience d'avoir suivi ce live. On s'excuse encore une fois pour ce problème de sonorisation. Comme l'a dit le professeur Lafay, on a tout essayé, on aura tout essayé. Et donc, professeur, on a quelques petites questions si c'est possible. Est-ce que tu m'écoutes comme ça? Pardon? Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je vous entends. D'accord, oui, allez-y. Alors, on a des questions. Donc, est-ce qu'on peut vacciner contre le pneumocoque quand il est en poussée? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut vacciner contre le pneumocoque quand il est en poussée? Alors, en général, on évite de vacciner pendant la poussée. Pardon? On évite de vacciner pendant la poussée. D'accord. Et ça, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Parce que lorsque vous donnez
corticoïdes à des doses immunosuppressives. Vous diminuez la réponse immunitaire. Or, la vaccination, vous demandez l'inverse. Vous vaccinez, vous demandez une réponse humérale. Or, si vous déprimez l'immunité, comment voulez-vous qu'il y ait une bonne réponse humorale? Donc, à ce moment-là, il faut attendre la fin de la poussée, un peu loin de la poussée, et faire votre vaccination. D'accord, merci professeur. Alors la prochaine question, si on a que le fibrinogène, si on a le fibrinogène supérieur à 6 grammes par litre, est-ce qu'on pourrait donner de l'aspirine ou bien du Lovenox? Alors, je rappelle que les facteurs de risque qui sont, je vais vous les montrer ici, c'est uniquement un certain nombre d'auteurs qui les préconisent. Ce n'est pas une attitude, générale. D'accord. Donc, voilà. Donc, il faut au moins 2 facteurs de risque, mais vous avez tout à fait, l'idéal, ce n'est pas uniquement le fibrinogène, mais vous êtes en droit, si vous suivez ces auteurs-là, de mettre sous aspirine, mais pas de l'Ovenox. Le Lovenox, c'est d'abord un sous-cutané, c'est déjà une agression. D'accord. Donc, je préfère que les gens fassent de la prévention la complication thromboembolique, c'est-à-dire traiter rapidement l'hypovolémie, éviter l'immobilisation, éviter les donner. Mais si les gens veulent donner de l'aspirine, mais il faut plus de 2 facteurs, il n'y a pas un seul uniquement. Ce n'est pas tous les auteurs qui sont d'accord, hein. Certains ne donnent rien du tout. Parce que ces facteurs-là, hein, ce que vous voyez là, c'est secondaire à la protéinurie. Il faut se fixer sur le traitement corticoïde qui, lui, en réduisant ou en négativant la protéinurie, va faire disparaître ces facteurs de risque. Vous? Oui, oui, professeur, on vous entend. C'est bon, j'ai terminé. Ok. Alors, prochaine question. Est-ce que la prise continue des corticoïdes est provocatrice du diabète? Est-ce que la prise continue des corticoïdes serait provocatrice du diabète? C'est connu que les corticoïdes donnent des hyperglycémies. C'est pour ça qu'on surveille. Et dans mon expérience, il n'y a eu aucun cas de diabète. D'accord. Il faut surveiller. Par contre, il y a un autre médicament qui est de la famille si vous voulez, qui ressemble à la cyclosporine. Je n'en ai pas parlé, c'est le tacrolimus qui est donné au même titre que la cyclosporine. Un des effets secondaires de ce tacrolimus, c'est le diabète. Et jusqu'à présent, dans mon expérience, il n'y a pas eu de diabète. C'est un risque qu'il faut envisager, d'où la surveillance de la glycémie de temps en temps. Allez-y. D'accord. La prochaine question, c'est est-ce qu'on peut éviter le syndrome néphrotique chez un enfant sous extensiline qui présente des angines à répétition? Il n'y a pas de rapport, hein. Il n'y a pas de rapport entre le syndrome néphrotique et le traitement par extensiline. D'accord. Les facteurs déclenchants du syndrome néphrotique peuvent être des virus, du stress, peuvent être une vaccination. C'est pour cela qu'à un moment, certains évitent de vacciner parce que ça peut entraîner des poussées. Ça, c'est des facteurs déclenchants. Mais le substratum initial, c'est un fonctionnement du système immunitaire. Donc, le fait de donner de l'extensiline ne prévient pas de syndrome néphrotique. D'accord. Prochaine question. Est-ce que la pénicilline retard extensiline injection est efficace pour prévenir le syndrome néphrotique? Absolument pas du tout. D'accord. Comment faire et suivre la vaccination chez un enfant ayant un syndrome néphrotique qui ne doit pas arrêter le traitement? La vaccination n'est pas contre-indiquée dans le syndrome néphrotique. On peut déjà utiliser les vaccins tués. Les vaccins tués, on peut les utiliser sans problème. Les sous-unités virales ou bien les anatoxines, pareil. Il faut juste éviter pendant la poussée. C'est tout.
Donc, il n'y a pas de contre-indication formelle. Il y a des précautions. Au contraire, ce sont des enfants qu'il faut vacciner parce que ce sont des enfants qui sont susceptibles de faire des infections particulières, pneumocoque, même Escherichia coli ou d'autres germes. Certains auteurs ont fait des études. Si vous voulez comparer la réponse immunologique d'une vaccination au début de la poussée, loin de la poussée, et ils avaient trouvé qu'il n'y avait pas de différence, c'est-à-dire que l'enfant réagissait tout aussi bien pendant la poussée que loin de la poussée. Les vaccins doivent être faits. Certaines vaccinations ont été incriminées dans le déclenchement de la poussée. C'est pour cela qu'on les donne loin de la poussée. Les vaccinations, il faut les vacciner, de préférence loin de la poussée. D'accord. Alors, la prochaine question. Quel est le traitement antihypertenseur idéal pour un syndrome néphrotique sous corticoïdes? Écoutez, il faut préférer les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Bon, ce qui se fait chez nous, c'est surtout. Mais bon, le traitement de l'hypertension, lui, disons que c'est surtout les IEC qu'il faut favoriser, d'autant plus qu'ils sont néphroprotecteurs et antiprotéinuriques. Donc, eux-mêmes réduisent la protéinurie. Donc, favoriser les IEC. D'accord, très bien, merci professeur. On a une autre question. Quelles sont les particularités du traitement du syndrome néphrotique secondaire à la néphropathie diabétique chez le diabétique de type 1? Oh bon, c'est très rare. Hein? C'est très rare. Et parce que ce sont des complications chroniques. Donc, je n'ai pas à ma connaissance, docteur Farhani, donc, qui fait la consultation diabéto depuis je ne sais pas combien d'années. Jusqu'à présent, on n'en a pas parlé de l'existence d'un cas de diabète, de syndrome néphrotique chez un enfant diabétique, même si l'immunologie est incriminée, de cas. Et je n'ai pas dans mes souvenirs, donc je ne peux pas vous donner une réponse formelle. D'accord. Ça devient diabète, ça devient un syndrome néphrotique secondaire. Or, les secondaires ne sont pas traités comme les primitifs. Là, je pense qu'il faut équilibrer le diabète. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, est-ce qu'il faut donner des corticoïdes? C'est problématique. Le traitement de la poussée, c'est les corticoïdes, ce n'est pas les immunosuppresseurs. Hein. Les immunosuppresseurs, on les donne uniquement en association pour réduire une dose élevée de corticoïdes ou bien pour arrêter les corticoïdes à des doses élevées. Mais comme ça, donner des corticoïdes qui sont hyperglycémiants chez un enfant diabétique, bon, sincèrement, je ne saurais vous donner une réponse formelle sur cette question. Ok, merci professeur. On a une autre question. Est-ce qu'on peut, d'accord, est-ce qu'on peut utiliser le rapport albuminurie, pardon, créatinurie pour le diagnostic et pour le suivi? Le diagnostic et pour le suivi? Oui. Alors, en général, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de ça à la première poussée parce que l'enfant en général est hospitalisé, il faut un dossier, donc il faut un bilan, donc il faut des normes de départ. Ensuite, ça va être la bandelette urinaire. C'est la bandelette urinaire qui va dire si oui ou non il y a une rechute. Je rappellerai juste, je ne l'ai pas dit, ça c'est très important. Ce sont des enfants. Beaucoup d'enfants font en général des infections pratiquement obligatoires, virales. Or, les infections virales ou même bactériennes, ORL ou autres, peuvent entraîner l'apparition d'une croix de protéines. À ce moment-là, il ne faut pas s'inquiéter, parce que les parents, là, ils vont apprendre à faire des bandes urinaires. Si jamais l'enfant fait une infection, il se peut qu'il y ait une apparition de la protéinurie. Donc, ça ne veut pas dire que forcément c'est une rechute. Il faut traiter le foyer infectieux. Au bout de 10 jours, de 10 jours, 15 jours, si la protéinurie est secondaire à ce foyer infectieux ORL, donc si le foyer est stérilisé, la protéinurie va disparaître. Alarmé. Donc l'apparition de la protéinurie dans une bandelette urinaire peut être en rapport avec une infection. Il faut traiter l'infection et
et la protéine va disparaître. Par contre, pour la rechute, les autres disent que si l'enfant fait plus d'une croix, et donc une croix, deux croix, 3 jours de suite, il fait une rechute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Voilà, on n'a pas besoin à chaque fois de faire le rapport ou le dosage de la protéinurie. Est-ce que vous avez compris? Oui, d'accord, merci professeur. Prochaine question. En cas de syndrome néphrotique secondaire à une infection comme endocardite, est-ce qu'on peut donner des corticoïdes? Écoutez, on traite les syndromes néphrotiques secondaires en traitant la cause. Traitant la cause. Si c'est une endocardite, il va falloir traiter l'endocardite. Oui, Ce qu'on est en train de faire là, le traitement immunosuppresseur, c'est les syndromes néphrotiques primitifs. Les syndromes néphrotiques secondaires, c'est le traitement de la cause. ok. Une autre question, et je pense que c'est la dernière. Comment faire la dépression des corticoïdes en cas de syndrome néphrotique corticodépendant haute dose? Comment faire la dégression des corticoïdes en cas de syndrome néphrotique corticodépendant haute dose? Alors, si vous avez un syndrome néphrotique corticodépendant à haute dose, c'est-à-dire quoi? Alors, certains auteurs parlent de haute dose parce que ça dépasse 0,5 mg par kilo jour chez l'enfant qui en a scolaire. Supérieur à 1 mg par kilo si l'enfant est d'âge préscolaire. En général, c'est 0,5 mg par kilo. C'est ça la dose seuil minimale. Donc, si elle est élevée, il faut faire introduire. Ça veut dire que l'enfant est en rémission. Par exemple, je donne un exemple. Il est en rémission à 50 mg. Dès que vous descendez à 40, par exemple, vous descendez à 40, il fait une rechute. Ça veut dire que sa dose seuil minimale efficace, c'est 50. Or, 50 mg est une dose élevée pour un enfant qu'on ne peut pas maintenir pendant des mois. Bon, s'il a fait la rechute, donc on reprend la dose totale jusqu'à la rémission tous les jours, qu'on va maintenir pendant 5 jours. Et ensuite, on va dégraisser jusqu'à 50. Et une fois qu'on obtient la rémission, avant la dégression, on introduit un immunosuppresseur, c'est-à-dire, par exemple, cyclosporine. L'introduction de la cyclosporine avec des corticoïdes donc, va nous permettre de faire baisser, au lieu de rester à 50, la cyclosporine va permettre de dégraisser cette dose. Alors, en général, vous pouvez dégraisser de 10% tous les 15 jours. 10% de la dose chaque 2 semaines. Donc, à ce moment-là, lorsque vous allez mettre 50 mg, lorsque vous allez arriver à 50 mg, vous avez déjà introduit la cyclosporine, puisque la cyclosporine est introduite dès la rémission, donc il était à 60 mg, et donc il est en rémission, vous introduisez la cyclosporine, il reste à 60 mg, ensuite un jour sur deux, pendant un mois, ensuite vous dégraissez à 50, un jour sur deux, ensuite tous les 15 jours vous pouvez dégraisser. À ce moment-là, le fait qu'il y ait la cyclosporine en association va vous permettre de descendre en-dessous de 50 mg jusqu'à une dose ABC, une dose assez basse, c'est de prolonger. En général, on réduit de 10%, d'accord, la dose totale de corticoïdes tous les 15 jours. C'est clair? Oui, merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à ces Il n'y a questions pas de quoi. et d'avoir accepté notre invitation. Je suis vraiment désolé de ces coupures. Je suppose que ça doit être connexion. Mais que Oui, voulez-vous? c'est des problèmes de À ligne. défaut d'entendre, on pourra toujours lire. Oui, exactement. Normalement, ça passe. C'est la fin? Alors, oui, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce webinaire. On remercie pardon, notre audience d'avoir suivi ce live jusque-là et on s'excuse des problèmes de sonorisation. Et voilà, je vous dis à d'autres webinaires, Inch'Allah, et tahabtourkom. Et merci encore une fois, professeur.
هذا كوا ميرسي وتحفتكم. Merci.